Vous retrouvez dans votre émission Ma famille, ma vie. Il est 10h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et bien entendu vous pouvez toujours nous contacter au 021 23 98 91 puisqu'aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de la protéine. Alors la protéine, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Essentielle à notre organisme, elle joue un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être. Mais de combien avons-nous besoin ? Quels aliments en sont riches et surtout comment les intégrer au quotidien de manière équilibrée. Pour répondre à toutes ces questions, nous aurons le plaisir de recevoir Amira Benasser, donc docteur en nutrition. Elle nous éclairera sur l'importance de la protéine dans notre alimentation et nous donnera tous les conseils pour en consommer de manière optimale. Et tout ça, ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Et dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir donc nos chroniqueuses habituelles. J'ai le plaisir de recevoir Wided Agabi. Bonjour Wided. Bonjour Myriam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ravie de te recevoir. Ben, le plaisir est pour moi toujours. Alors, ce matin, on parlera du microbiote. Oui. Voilà, donc ça sera avec Wided Agabi. Et j'ai le plaisir de recevoir Lina Deramchi. Bonjour Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien. Ça va. Alors dans Vitalité et Bien-être, ce matin, tu vas nous parler... On va parler du rôle des protéines dans la beauté et les rituels ancestraux. Très bien, très bien. Donc voilà, pour la première demi-heure de notre émission. On va commencer par toi, Wided. Donc tu vas nous parler du microbiote. On va d'abord passer le jingle et ensuite, ça sera à toi. Donc, Wided, le microbiote, c'est un deuxième cerveau que nous avons dans notre corps, mais en fait, il faut l'entretenir. Tout à fait. Donc, l'organisme ou nos intestins contiennent ce microbiote. Ce sont des micro-organismes, bactéries, virus, parasites, champignons qui vivent avec nous, qui sont très bons pour notre santé. D'ailleurs, on doit en prendre soin. Et comme tu l'as dit, Myriam, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. C'est-à-dire que ce microbiote, il a des effets positif sur notre santé physique et notre santé morale. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un petit jardin qu'on doit entretenir? Oui, c'est un peu ça. Un papier qui dit microbiote, on pense à microclimat, donc où il y a plein de choses qu'il faut entretenir. Et ça s'entretient avec l'alimentation? Alors, il y a plusieurs choses pour entretenir ce microbiote, mais tout d'abord, juste un petit mot par rapport au rôle de ce microbiote. En fait, il va intervenir dans la digestion des aliments, dans l'absorption de certains aliments aussi, dans l'entretien de notre santé mentale aussi, dans la production de certaines vitamines. Donc, il est très, très important pour notre santé. Un petit déséquilibre au niveau de notre microbiote peut influencer sur notre santé physique et morale. Donc, pour entretenir ce microbiote, en fait, on doit adopter plusieurs mesures, notamment la meilleure, c'est l'alimentation. Donc, l'alimentation influence beaucoup notre microbiote. Donc, en fait, tout passe par notre assiette. Exactement. Donc, les aliments qui sont très très bons pour entretenir notre microbiote, c'est les fibres. Et les fibres, on va les retrouver justement au niveau de l'alimentation riche en légumes, fruits et les céréales complètes. Donc, en quelque sorte, le régime méditerranéen, qu'on a un petit peu oublié. Exactement. Oui, qu'on a un petit peu mis de côté, mais qui est vraiment tendance. On en parle de nos jours très souvent. Oui, tout à fait. Donc, en Algérie, on a des légumes, des fruits, donc on en profite. C'est très bon pour notre microbiote. Et donc, justement, ces fibres, ils vont aider ce microbiote à se multiplier, justement à faire son travail par rapport à la digestion. Et si on va manger tout ce qui est fast-food, donc les burgers, les pizzas, toute la mauvaise alimentation, eh ben, ce microbiote, il sera déstabilisé. Et il ne va pas jouer son rôle. Et puis, par rapport à ce qu'on peut aussi faire pour améliorer ou entretenir ce microbiote, c'est de s'hydrater tout au long de la journée, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau. Donc, laisser de côté tout ce qui est soda, boisson gazeuse, et privilégier tout ce qui est donc eau. Elle va nous hydrater, elle est
très bonne pour notre santé et pour notre microbiote. Lutter contre le stress aussi, c'est l'un des facteurs par le yoga. D'ailleurs, Lina avait fait déjà une chronique par rapport à ça. Donc, tout ce qui est technique de respiration, donc adopter donc, des mesures qu'on peut faire quotidiennement, c'est ça? Exactement, bien sûr. Oui. Ça détend justement et surtout ça aide au niveau de la digestion et c'est très très bénéfique pour notre microbiote. Exactement. Et aussi, donc parmi les mesures à prendre, c'est justement ne pas prendre systématiquement des antibiotiques. Justement, c'est cette question que je voulais te poser, Wided. On dit que les antibiotiques donc, abîment cette flore intestinale. Tout à fait. Donc, là où on a une flore, ça va être déstabilisé parce que les antibiotiques vont détruire toutes les bactéries qu'on a, que ce soit les bonnes ou les mauvaises bactéries. Et flore intestinale, flore vaginale sera déstabilisée par ces antibiotiques. Donc, les antibiotiques, c'est pas systématique. Voilà. Et c'est pas automatique. Oui. Donc, et aussi, parmi les mesures à prendre, c'est justement consommer des aliments qui contiennent, qui sont fermentés, notamment le yaourt, par exemple. On a en Algérie des yaourts qui contiennent par exemple le bifidus qui est très bon pour notre microbiote. On a aussi le kéfir. Donc, c'est justement, il aide à améliorer ce microbiote. Et aussi, donc, par rapport aux aliments, on a dit tout à l'heure les fibres qui sont les prébiotiques. Donc, les fibres sont des prébiotiques qui vont aider justement à améliorer ce microbiote. Vous savez que le microbiote... Voilà, donc on le voit à l'image. Oui, donc, ça tapisse toutes ces parois intestinales. C'est tout l'intestin qui est tapissé par le microbiote. Donc, ils vivent avec nous. Ils sont très, très bons pour notre santé. Et justement, ils vont nous protéger contre plusieurs maladies, notamment les maladies inflammatoires, telles que, par exemple, le cancer, le diabète. Donc, en fait, il a révolutionné la recherche scientifique. Récemment, donc les dernières années, on en parle tout le temps dans les congrès scientifiques, c'est un thème de recherche. D'ailleurs, maintenant, on parle, c'est allé très très loin par rapport à la greffe fécale. Oui, donc greffe de microbiote. C'est en cours de recherche aussi. Ça a déjà été testé sur quelques personnes. Vous savez que le microbiote, nous, toutes les trois, on n'a pas le même microbiote. C'est comme une empreinte. D'accord. Voilà, c'est le même principe. Exactement. Donc, ils ont essayé de faire des recherches. Ils ont pris sur les souris. Donc, ils ont pris un microbiote d'une souris vers l'autre. Et cette souris, elle avait un problème d'obésité. Donc, quand ils ont greffé le microbiote de la souris obèse, donc l'autre qui n'était pas obèse, eh ben, elle a développé l'obésité. Voilà, donc c'est vraiment... C'est dire son importance. Exactement, donc c'est un thème de recherche vraiment... et beaucoup de scientifiques, ils se penchent sur le sujet du microbiote. Et ce microbiote, on le développe dès les premiers instants de la vie. Donc, parce que le bébé, quand il est... le fœtus, quand il est dans le ventre de sa maman, il a un tube digestif stérile. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de bactéries. Il n'a pas encore de microbiote? Il n'a pas encore de microbiote. Premier contact avec la flore vaginale de la maman et la flore justement qu'elle a intestinale, donc il va directement commencer à développer son microbiote au fur et à mesure au cours de sa vie. Voilà, donc le microbiote, il est très très important. C'est pour ça qu'on parle très souvent des accouchements par voie basse qui donnent déjà dès le départ, donc dès la sortie de l'enfant, donc toutes ces bonnes bactéries, tous ces bons... Exactement. Donc, le bon Dieu a bien fait les choses. C'est très important. L'accouchement par voie basse, il aide à justement développer le microbiote chez les enfants, enfin chez les bébés. Et justement, vous savez que le microbiote aussi, il a un rôle dans le système immunitaire. Donc, il a plusieurs rôles. Il est très important et il faut en prendre soin tout le temps par plusieurs mesures. Alimentation, activité physique, lutter contre le stress et les antibiotiques, c'est pas automatique. D'accord. Est-ce qu'un excès, on va dire, de propreté ou quand on est, on va dire, trop dans le détail, ça veut dire se laver trop les aliments, surveiller, est-ce que ça peut altérer? Est-ce que de temps en temps, c'est bien un petit peu de laisser, par exemple, les enfants un petit peu dans la terre, toucher à l'herbe, mettre à la bouche certaines choses, ne pas être, on va dire, trop fermé sur ça? Est-ce que ça peut impacter?
bien sûr. Donc, un excès d'hygiène, voilà, je cherchais le mot. L'excès d'hygiène n'est pas bon pour notre santé parce que si, d'ailleurs, par exemple, je vous donne l'exemple par rapport à la flore vaginale. Les femmes justement, qui se lavent beaucoup, qui sont tout le temps là à utiliser les produits chimiques, donc les produits cosmétiques et tout, ça altère et ça déstabilise la flore justement vaginale. Et ça, ce qui favorise les infections à répétition, ça diminue l'immunité de la personne. Donc, il ne faut pas justement aller dans l'excès. Oui, c'est bien. On parle aussi même de tout ce qui est au-dessus de notre peau aussi. On sait que sur notre corps, on a aussi tous ces micro-organismes qui sont nécessaires. On parle même des douches. Donc avant, on était dans, prendre la douche au quotidien, mais là, on est en train de faire, on va dire, un bond vers l'arrière en disant, non, trop de douches, trop de produits chimiques, en fait, peuvent au contraire donc, avoir un effet contraire. Oui, donc ça altère notre barrière déjà cutanée et aussi ça déstabilise toutes les bactéries, tous les micro-organismes qui vivent avec nous. Ils vivent en symbiose avec nous, donc ils sont très bons pour notre santé. Donc il faut qu'on prenne soin de ces micro-organismes. En fait, je pense que durant la période de la pandémie Covid-19, on est allé vraiment d'une manière agressive sur l'hygiène, avec toutes les mains, le gel. Oui, et on désinfecter les aliments. À l'époque, on l'a tous fait. On achetait nos fruits et légumes, gouttes d'eau de javel et tout. Voilà, je pense que tout le monde avait remarqué qu'on a eu une petite baisse d'humidité. Bien sûr. On est devenu fragile. Non, il faut qu'on revienne sur ça. Oui, c'est bien, la propreté, c'est toujours bien. Bien entendu. Voilà, mais sans excès, exactement. Et donc, pour les enfants, le bon équilibre. Oui, pour les enfants, d'ailleurs, laissez-les jouer avec même les autres enfants. Laissez-les s'échanger les bactéries, les micro-organismes. Ça favorise et ça renforce leur système immunitaire. D'accord, très bien. Voilà. Conseil enregistré. Merci beaucoup. Wided. Plaisir pour moi. Et tout de suite, Lina, donc toi, tu vas nous parler de la protéine et ses rôles dans la beauté. Et ses rôles dans la beauté, juste après jingle, donc vitalité et bien-être. La protéine joue un rôle dans la beauté? Oui, absolument. Elle joue un rôle très très important car ça fait bien très longtemps que les gens parlent de protéines et ça depuis des millénaires. Donc on revient même aux rituels ancestraux. Et aujourd'hui, si les produits cosmétiques regorgent justement de protéines, de collagène et tout ce qui s'ensuit, eh bien avant, dans nos rituels anciens, on utilisait justement la nature pour ses secrets et ses bienfaits. Et avant toute chose, j'aimerais expliquer vraiment très simplement ce qu'est la protéine. Alors la protéine, c'est une molécule qui est construite à base d'acides aminés et qu'on retrouve dans notre corps. Nous avons plusieurs protéines. Et grâce à cette protéine justement, notre corps arrive à régénérer nos tissus. Donc on parle également de l'élasticité de la peau, régénérer donc les ligaments. On parle vraiment de soigner les blessures et c'est très très important dans notre corps. Si on parle de collagène, on retrouve le collagène à 30% dans notre corps. Donc le collagène représente 30% des protéines totales. Ce qui est quand même énorme. Considérable, bien entendu, oui. Exactement. Et le collagène, une étude a montré que après 25 ans, chaque année, le collagène baissait d'1%. D'accord. Oui, et c'est pour cela que les produits cosmétiques aujourd'hui font la concurrence pour qui va utiliser les meilleurs acides aminés, les meilleures protéines et les meilleures recettes qui vont nous permettre justement de garder l'élasticité de notre peau et la jeunesse de notre peau. Et aujourd'hui, ça a toujours été, on va dire, un combat depuis la nuit des temps. Exactement. Et justement, depuis la nuit des temps, et la plupart aujourd'hui des laboratoires, ils se tournent vers tout ce qui est naturel et tout ce qu'on utilisait dans les civilisations anciennes. Par exemple, je sais qu'il y avait des recettes, ils avaient déjà trouvé, ils n'ont pas dit qu'ils avaient déjà trouvé un petit peu la source. Exactement, et ça un peu partout dans le monde. Et elles ont toutes été prouvées scientifiquement. Donc, mesdames, si vous utilisez des recettes anciennes, vous êtes sur le bon chemin. D'accord, donc vous êtes sur la bonne voie, on continue. Exactement. Donc, en ce qui concerne les produits cosmétiques qu'on utilise aujourd'hui,
certains produits où il y a donc plus d'acides aminés, ou par exemple qui sont plus portés vers les protéines végétales, animales, ou même donc tout ce qui a un rapport avec l'acide hyaluronique et tout ce qui s'ensuit, sont très très bonnes justement pour notre peau. Et ça pourrait, donc une étude en 2022 a prouvé que ça pourrait améliorer l'hydratation de la peau à 12%. Voilà, donc à 12% en seulement 8 semaines. Ah, c'est pas mal. Oui, d'accord. Sachant qu'on perd 1% chaque année, donc 12% en 8 semaines, ça reste considérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la recherche reste encore poussée et reste encore ouverte. Et on cherche le produit miracle pour justement le secret de la jeunesse éternelle. Exactement. et pourtant, il y a également des scientifiques et même dans les anciennes civilisations qui parlent d'autre chose. Alors on parle de la beauté extérieure, donc de notre peau, mais on oublie parfois l'intérieur. Et par exemple, dans les civilisations anciennes, on va le voir, notamment en Grèce antique, donc Socrate et d'autres philosophes également ont dit et ont prouvé que l'alimentation jouait un rôle crucial dans le reflet de notre beauté extérieure. Alors pour eux, donc une alimentation saine menait automatiquement à un visage éclatant, une peau éclatante et surtout donc un corps regorgé de protéines et voilà. En bonne santé. Exactement. Et si on parle également de protéines, on va parler de la kératine. Oui, on en parle souvent, on en parle très très souvent. Donc, surtout pour les cheveux ces dernières années, donc kératine, protéines. Absolument. Voilà. Et nos ongles et nos cheveux sont formés de 95% de créatine. Alors justement, cette créatine, elle aide à régénérer les cheveux continuellement ainsi que les ongles. Et les produits aujourd'hui qu'on voit cosmétologiques, ils utilisent justement ces créatines-là afin de renforcer notre chevelure, nos ongles, et ça reste très important. Et ils utilisent plusieurs types de créatine et les recherches quand même restent encore ouvertes. Mais aujourd'hui, si nos scientifiques et nos laboratoires cherchent justement des méthodes afin d'améliorer notre beauté, si on faisait un petit voyage vers l'arrière et qu'on allait vers nos anciennes civilisations, nous verrons que par exemple, en Égypte antique, et je vais reprendre l'exemple de Cléopâtre, celui que j'avais donné la fois passée, et bien Cléopâtre, elle utilisait, comme je l'avais dit la dernière fois, les bains de lait d'ânesse. D'accord. Alors nous, quand on entend ça comme ça, bon, un bain de lait d'ânesse, oui, il faudrait quand même... On fait un petit peu le calcul, combien d'ânesse il faudrait. Eh bien, pour l'anecdote, oui. Une fois, elle a utilisé 700 ânesses pour un seul bain. Ah ben j'imagine. Ouais. C'est clair, c'est pas les mêmes quantités qu'une vache. Du tout. Voilà, donc il en fallait. Absolument pas. Et justement, le fait de faire ce bain au moins une fois par semaine, parfois elle allait jusqu'à une fois par jour, et elle faisait ce bain justement pour régénérer les tissus de son corps. Car le lait d'ânesse contient énormément de protéines et il est très riche. Et c'est pour ça qu'elle l'utilisait justement. Elle utilisait également, même les femmes égyptiennes en règle générale, utilisaient des masques à base de miel et d'œufs. On voyait cela et on ne va pas le retrouver uniquement en Égypte antique, mais également dans les autres civilisations. Par exemple, en Grèce antique également, comme j'ai dit, donc eux, ils avaient une philosophie un peu plus différente. Pour avoir une peau éclatante, pour que ça se reflète de l'extérieur, il fallait d'abord traiter à l'intérieur. Donc on traite déjà ce qu'on mange pour ensuite voir le résultat à l'extérieur. Et comment ça se faisait, traiter de l'intérieur? L'alimentation. D'accord. Alors ils faisaient en sorte de manger des aliments riches en protéines. Donc il se portait un peu plus sur les protéines végétales. Donc on voyait beaucoup que la protéine végétale était très importante, notamment les légumineuses, donc les pois chiches ainsi que les lentilles. C'était vraiment très très important pour eux, au point où ils ont carrément développé des masques à base de poudre de pois chiches pour l'utiliser en tant que masque pour le visage. C'est vrai que c'est excellent. Oui. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé. On l'utilisait même comme shampoing. Donc absolument. Ça lave ils utilisaient absolument les poudres, comme du shampoing la farine de pois chiche. Exactement. Bon, un petit peu fastidieux à rincer, il faut le dire. Oui, mais, à cause des petits grumeaux que ça laisse sur les cheveux. Mais le résultat est extraordinaire. Oui. Il se portait beaucoup plus sur ça justement, mais on va dire que c'était un peu moins travaillé que l'Égypte antique, ou même on va voir dans les pays arabo-musulmans ou en Inde ou en Chine, parce qu'ils se concentraient énormément sur leur assiette.
Alors pour eux, plus l'assiette était remplie de protéines, plus cela allait se manifester sur l'éclat de leur peau. D'accord. Voilà. On va Donc ils avaient maintenant... déjà trouvé la source. Hein? Absolument. Ah, pour eux, c'était flagrant. Et même les médecins, lorsque par exemple il y avait certains problèmes cutanés, ils prescrivaient généralement des masques à base de poudre de pois chiche. Donc quand il y avait des irritations cutanées ou par exemple qu'ils avaient des problèmes au niveau de la barrière cutanée, on prescrivait directement poudre de pois chiche. Donc ils n'allaient pas chercher bien loin. D'accord. Les pois chiches, les la pharmacie protéines. n'était pas loin. Hein? Exactement. Et si on parle un peu de l'Inde, alors en Inde c'était un peu plus différent. On a l'habitude de voir les beaux cheveux des Indiennes, bien soyeux, bien. Elles prenaient très très bien soin de leur kératine, et ça en utilisant toujours les bains d'huile. Alors elles utilisaient énormément les bains d'huile, et surtout également ce qu'elles utilisaient, c'était les poudres de curcuma mélangées à la farine de pois chiche. Ah, très bien, ça je ne connaissais pas par contre, ce mélange. Poudre de curcuma mélangée à la farine de pois chiche, et elles mettaient également du lait. Alors pour l'anecdote également, elles faisaient généralement ça avant les mariages, et c'était des rituels de mariage. Des rituels de mariage, donc ce qu'elles faisaient, alors ça c'était pour les cheveux, et pour le corps, elles se rinçaient avec du lait mélangé avec de la poudre de pois chiche. Et pour elles, c'était justement afin de faire ressortir l'éclat de leur peau avant leur mariage, donc afin justement qu'elles soient très très belles, avec une peau et les cheveux bien soyeux. D'accord. Un peu l'équivalent de chez nous, c'était l'argile. Exactement. Voilà. Donc il y avait l'argile aussi qui était vraiment très très utilisée. Absolument. Et d'ailleurs, ils appellent ça, alors eux, ils ont un concept un peu plus différent. On connaît tous la médecine chinoise. Oui. Pas vrai. Est-ce que vous connaissez l'Ayurveda? Oui. On entend parler. Voilà, oui, la médecine beaucoup. indienne. L'Ayurveda qui commence à revenir ces temps-ci, les gens commencent à prendre conscience de son importance car c'est une médecine totalement naturelle. Donc on utilise également uniquement les produits bio et les produits naturels. Et justement, dans la médecine ayurvédique, ce que les Indiens et les Indiennes utilisaient, c'était ça. Donc uniquement la protéine végétale. Ils le favorisaient cela à travers les poudres, également à travers la nutrition, on mangeait très très bien, mais ils se portaient surtout sur ces masques-là naturels et ces ressources naturelles pour prendre soin de leur peau et favoriser donc le collagène ainsi que la kératine. D'accord, donc c'était vraiment un traitement intérieur et extérieur. Absolument, absolument. Et pour eux, c'était vraiment primordial. Alors peut-être un peu moins poussé que les Grecs, parce qu'ils se concentraient un peu plus sur leur assiette. Mais au niveau de la médecine ayurvédique et les Indiens, c'était des recherches vraiment très équilibrées. On voyait l'équilibre entre la nutrition et l'équilibre entre les produits qu'on utilisait bio pour notre corps et pour nos cheveux. Et pour eux, par exemple, ce n'était pas une routine à adapter, mais c'était plutôt une discipline. Donc on gardait. Si on faisait ces bains d'huile ailleurs une fois par semaine, chez eux, c'était tous les jours. Ah d'accord, c'est pour ça que tu employais une discipline. Exactement, c'était une discipline et non pas une routine, c'était un mode de vie. Et d'ailleurs, ils appelaient ça l'art de vivre. L'art de vivre. Pour eux, l'art de vivre, justement, ça consistait à bien manger, mais surtout à bien prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Et pas une fois par semaine, pas 2 fois par semaine, mais tous les jours. Donc c'était quotidien. Une fois de temps en temps. Oui, voilà. Ça c'est un peu nous. On néglige un peu. On se sent un peu, enfin, je me sens un peu concernée. Et si on parle de médecine chinoise, alors les Chinois c'est totalement différent. Moi j'aurais une question. Saviez-vous que au niveau des produits donc cosmétologiques qu'on utilise aujourd'hui, on pouvait utiliser le collagène marin? Là, on entend parler, puisqu'il y a même les compléments alimentaires. Exactement. Et bien, avant, en Chine, ce qu'on utilisait, c'était les écailles de poisson. On mettait des écailles de poisson sur notre visage. Et ça favorisait... Et de quelle manière? Alors, les écailles étaient retirées du poisson. On pouvait donc soit les écraser pour que ça fasse une poudre. Donc séché et bien entendu mis en poudre. Bien sûr, évidemment. J'imagine mal des écailles sur le visage. Eh bien, figurez-vous que... Si. On l'a déjà fait, oui. Ah, d'accord. Et les femmes, justement, les Chinoises, avant même de les écraser, elles préféraient les extraire du poisson frais, tel qu'il est, et le mettre directement sur le visage. Donc, pour un résultat optimal. J'imagine, oui.
Oui, mais après, bon, pour l'odeur... Justement, je pensais un peu à ça. Je me dis, généralement, ce que je fais, c'est peut-être prendre une tomate. Généralement, je fais ça quand je cuisine. Toujours, je prends une petite tomate ou s'il reste un petit bout de concombre. J'aime bien faire ça, donc mettre un petit peu sur le visage. Mais après, du poisson, je ne sais pas. Et bien, elles utilisaient ça. Et d'ailleurs, une étude en 2023 a prouvé que c'était le meilleur collagène pour notre peau. Ah oui. Oui, le collagène marin, c'est le meilleur collagène. Et cette découverte, justement, a révolutionné le monde. Et on dit que c'est celui qui est le mieux assimilé par le corps de nos jours. Absolument. Et d'ailleurs, elles utilisaient ça, uniquement ça. Donc, c'était soit elles mettaient des écailles de poisson, ou sinon de la poudre d'écailles de poisson qu'elles mélangeaient avec du lait. Et qu'elles mettaient directement sur leur visage. Et pour eux, c'était vraiment ce qui renforçait la peau. Et d'ailleurs, il y a eu même des preuves scientifiques qui ont montré cela. Elles utilisaient ce masque ou ces méthodes-là, donc d'écailles de poisson, lorsqu'il y avait des rides profondes. Et ça arrivait à combler ces rides et à les atténuer légèrement. Donc c'est pour ça que les gens se sont portés un peu plus vers ça, car on voyait des résultats incroyables. Et c'est vrai, hein, quand on regarde un petit peu, ça a été prouvé que certaines régions d'Asie, les gens sont centenaires. Hein, de toute façon, même il y a certaines régions, comme je l'ai dit, où on fait carrément des études sur la population pour trouver un petit peu le secret ou l'origine de cette longévité. Absolument. Et on se retourne systématiquement vers l'alimentation. C'est surtout leur alimentation qui est, on va dire, à presque 80% de poissons frais surtout. Exactement, ils portent toute leur alimentation sur le poisson. Bon, bien sûr, il y a toujours le riz qui est indispensable, mais au niveau, ils prennent des protéines gras, donc les poissons gras justement. Ils mangent beaucoup de saumon, beaucoup de thon. On le retrouve même d'ailleurs dans leur alimentation quotidienne. Ils ne sont pas vraiment portés vers la viande et le poulet. Bon, c'est parfois, mais sinon le poisson était la base. Oui. Vraiment, les nutriments que nous apportent les poissons sont incroyables, que ce soit pour notre peau ou pour notre corps. Et il y avait aussi à côté de ça, j'imagine, Lina, tout un art de vivre, donc du côté spirituel. Donc la spiritualité était très présente. Exactement. Et on va dire que ça faisait l'équilibre. Là, ça faisait le tout, j'imagine. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de revenir aujourd'hui. C'est parce que dans les anciennes civilisations, on remarquait qu'à chaque fois, l'équilibre revenait. Ils avaient toujours, comme je disais et comme tu as dit, l'art de vivre. Pour eux, c'était non négociable. Alors lorsqu'on parle de l'art de vivre, c'était vraiment équilibré. On ne prend pas soin de sa peau sans prendre soin de ce qu'on mange, sans prendre soin de notre santé mentale. Ça allait. Absolument. Donc la spiritualité, elle englobait le tout. Également la routine, le quotidien, la discipline, ça englobait également le tout. Donc en fait le but, c'était de maintenir cette discipline, de maintenir cette routine. C'était un travail. C'était un équilibre. C'était un équilibre qu'il fallait garder. Absolument. Et d'ailleurs c'est aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve. Par exemple, on ne s'est pas posé la question, mais avoir une routine de skincare avant de dormir. C'est une routine qu'on justement on essaye d'intégrer dans notre vie. Absolument. Et pourtant, on l'a intégré très récemment. Hein. Ce n'était pas vraiment un point crucial pour nous dans notre rituel. Bon, avant d'aller dormir, je vais faire ma skincare. On se brossait les dents et puis on se lavait le visage et on dormait. Absolument. C'était très minimaliste. Exactement. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on cherche justement cet équilibre, on cherche cet art de vivre. En fait, en même temps, si on regarde donc ce rituel, cette skincare, c'est quand même un petit moment qu'on prend à soi, où généralement la salle de bain est un lieu où on est seul. Donc il y a notre esprit qui est, on va dire, reposé. Et en fait, c'est réellement un tout qu'on essaye de mettre en place. Absolument. Et on a cette envie, on veut réellement prendre soin de notre peau, prendre soin de nous. C'est notre moment. Et c'est là qu'on se pose la question et qu'on remarque que finalement, c'est une discipline et c'est une routine qu'on veut intégrer dans notre vie. Car justement, on veut développer notre art de vivre afin de le rendre plus sain. Et c'est pareil, lorsqu'on commence par exemple un sport, une discipline, le yoga, le pilates, le fitness, peu importe, on veut directement prendre ce chemin sain. Par exemple, on améliore notre nutrition. On veut tout d'un coup se mettre à manger donc plus de protéines, moins de féculents, moins de sucre. Et on veut justement, on va dire, prendre le chemin healthy. Oui. Voilà. On essaye. Et on essaye justement d'équilibrer cela. Donc la recherche de l'équilibre, elle se fait très très bien aujourd'hui, mais elle se faisait avant et pour eux c'était un point crucial. Donc une discipline qui est, on va dire, difficile un petit peu à installer en fait. On va dire qu'on sait très bien que notre cerveau est feignant.
Absolument. C'est vraiment, c'est vraiment oui, lui oui. qu'on doit combattre dès le départ. Exactement. Donc, une fois qu'elle est instaurée, que cette routine est instaurée, le tout, c'est d'essayer de la continuer, de combattre Absolument. cette flemme. Exactement, cette flemme, cette fatigue. Le but, c'est justement d'en sortir et d'essayer de vraiment rester dans cette discipline. Donc, se pousser à aller. Si on choisit d'avoir donc un quotidien plus sain, une vie plus saine, il faudrait quand même instaurer des disciplines. Très bien. Merci beaucoup, Lina. Oui, je t'en prie. Voilà, Wided, donc le conseil est donné, discipline, rigueur et surtout combattre cette envie de temps en temps de laisser dire oui après, remettre après et tout. Exactement. Et voilà, c'est ça. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi, Merci, Mariam. ce fut un plaisir. Merci, Wided aussi. Plaisir Voilà, pour donc moi. prenez soin donc, de votre peau, du microbiote, c'est un tout, c'est ce qu'on essayait de dire. Tout est important pour avoir cet équilibre. Voilà. Absolument. Alors, tout de suite, on va passer à la deuxième partie de l'émission, juste après ces images. De retour sur notre plateau, la deuxième partie de l'émission, on va parler de la protéine. Comme je vous l'ai dit, on en parle souvent. On sait très bien qu'elle est nécessaire pour le corps, mais ce qu'on va savoir aujourd'hui avec Amira Benasser, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc vous êtes docteur en nutrition et ce matin on va essayer de décortiquer un petit peu cette protéine et surtout savoir un petit peu comment l'utiliser, comment la consommer et quels sont les besoins de notre corps au quotidien. Donc la première question, on va commencer par le commencement. Déjà, qu'est-ce qu'une protéine et quel est son rôle dans l'organisme?
Alors, pour définir une protéine, on va dire tout simplement, pour faire simple, c'est une macromolécule. C'est-à-dire, c'est une molécule qu'on va retrouver dans la nature et aussi dans les organismes vivants, mais qui est assez grosse. C'est-à-dire, elle a quand même une forme moléculaire qui est importante. Et bien sûr, on va avoir différents types de protéines. Ça va aller de la plus petite à la plus grande. Et ça peut aller vraiment du simple au multiplié par un million. Ça peut être vraiment de très, très grosses molécules. Et elle fait partie des familles de ce qu'on appelle les macronutriments également. C'est-à-dire avec les glucides et les lipides, elle est aussi considérée comme un des piliers fondamentaux de notre corps. Donc son rôle ou ses rôles ils sont vraiment divers. Là, vous en avez cité pas mal déjà au début de l'émission, par rapport à notre peau, par rapport à nos cheveux, tout ce qui est kératine, collagène, tout ce qui est... ça, c'est les protéines qu'on connaît. Après, elle va avoir beaucoup d'autres rôles dans notre santé globale. Voilà. Nous, en règle générale, dès qu'on parle de protéines, on va tout de suite systématiquement penser aux muscles. On pense protéines pour avoir une bonne masse musculaire. Et je profite de l'occasion donc pour rappeler à nos téléspectateurs, si vous avez fait des régimes à base de protéines ou si vous avez des questions à poser donc à notre nutritionniste, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc de toute façon, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Donc docteur, on dit que c'est bon pour les muscles, mais en fait, pas uniquement. Pas que. Voilà. Bien sûr, les muscles, c'est une grande partie de notre corps est fait de muscles et les muscles sont faits de protéines. Donc c'est clair que quand on parle de protéines, en général, on a sa tendance à associer directement ça aux muscles par rapport à ce côté-là, et aussi parce que dans l'alimentation, c'est aussi dans les muscles qu'on en retrouve, dans les muscles des animaux donc, qu'on va manger. Mais du coup, là, ce qu'on va dire, c'est que oui, la protéine est importante, elle est liée aux muscles, mais pas que. Mais pas que. Pas que ce muscle-là qu'on imagine, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, le cœur est un muscle. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier. C'est ça. Donc le cœur, c'est un organe, mais exactement, oui, c'est un muscle. Donc on a beaucoup d'autres muscles dans notre corps qui dépendent aussi de ces protéines-là. Donc ce n'est pas juste cette masse musculaire qu'on imagine chez les sportifs ou qu'on devrait aller hypertrophier, c'est-à-dire avoir une grosse masse musculaire. C'est vraiment un tout. Donc oui. Les protéines, c'est lié aux muscles, mais pas que. Donc, pourquoi doit-on avoir un apport suffisant par jour? Alors, on doit avoir un apport suffisant par jour parce que, comme je vous ai dit, elle fait partie des 3 piliers. Donc, on a 3 piliers qui sont les macronutriments. Les glucides, les lipides, les protéines. Donc, c'est clair, si on dit on a besoin de 3 piliers, s'il y en a un qui flanche, la structure ne va pas bien tenir. Donc, dans notre corps, si on n'a pas un apport suffisant en protéines, automatiquement, il va y avoir derrière des conséquences. Donc, ça dépend si le manque va être temporaire ou c'est vraiment une façon de s'alimenter. À ce moment-là, les conséquences pourront être plus ou moins graves. Justement, en parlant des conséquences, quelles sont les conséquences d'une carence en protéines? Alors, bon, déjà de nos jours, il faudrait quand même dire que dans le monde moderne ou de nos jours, c'est vrai que pour avoir une carence en protéines, il faudrait vraiment peut-être avoir décidé de ne pas manger certaines catégories d'aliments ou peut-être se restreindre, soit pour des questions... Comme par exemple les végétariens, les végétaliens, ou les véganes. Les véganes, ou par exemple pour des raisons peut-être financières, parce que c'est vrai que ce sont quand même parmi les aliments les plus chers. Voilà, donc si on parle des sources animales. Mais, mis à part ça, c'est vraiment pas... C'est pas très courant maintenant d'être carencé en protéines. Quoique, on a découvert dernièrement avec les études et tout qu'on était quand même en manque de certaines sources, parce que n'oublions pas que les protéines apportent des acides aminés. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas juste les protéines, c'est ce qu'elles apportent. C'est-à-dire que chaque protéine est faite d'une chaîne d'acides aminés qui sont des petites briques et que ce sont ces petites briques-là dont on a besoin d'un apport régulier. Donc, si on en manque, ça dépend à quoi servait la petite brique. Donc, si la petite brique elle servait, par exemple, à avoir de la kératine pour vos cheveux, vous pouvez avoir une chute de cheveux. Si cette kératine servait pour faire une synthèse d'une enzyme clé dans votre métabolisme, par exemple glucidique, eh ben, ça peut faire des problèmes au niveau du métabolisme glucidique, comme un diabète ou autre. Ça peut aller même vers des maladies qu'on appelle les maladies un petit peu plus rares, où on aura des troubles, parce que, par exemple, on n'absorbe pas un certain acide aminé. Du coup, la protéine qui est censée faire un certain travail ne sera pas bien synthétisée et donc une cascade va en découdre et de là, on va avoir des maladies qui seront plus graves. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de
réparable, comme quelque chose d'un peu plus grave d'avoir des carences en protéines. D'accord. Donc, ces besoins sont-ils différents d'une personne à l'autre, par exemple entre hommes et femmes, enfants, ou peut-être personnes un peu plus âgées, et surtout les sportifs, parce que très souvent, quand on parle de protéines, on pense systématiquement aux sportifs. Aux sportifs, effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, tout d'abord, les besoins entre bien sûr les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes, mais on s'entend à dire qu'il y a une moyenne. Après, on sort de là les catégories des personnes, comme par exemple les enfants, parce qu'ils sont en pleine croissance, donc ils ont besoin de beaucoup plus de protéines. On sort aussi de cette catégorie les femmes enceintes, parce que, étant donné qu'elles sont en 2 en 1, donc elles ont besoin exactement doublement, donc il y a un fort besoin, même les femmes allaitantes aussi, parce qu'il y a cette production de lait, donc cette lactation qui est importante aussi. On sort aussi les personnes âgées, parce qu'à partir d'un certain âge, on a besoin encore plus de protéines pour éviter, comme par exemple la sarcopénie, qui est donc un amincissement du tissu musculaire qui peut être grave pour les personnes âgées, parce que si elles tombent, il y a moins de protection et elles ont d'autres conséquences derrière. Donc ces personnes-là, elles vont avoir des besoins un peu différents. Mais en moyenne, on va dire que le besoin est calculé. Bon, nous, en fait, en tant que nutritionniste, c'est pas que je n'aime pas donner des calculs, mais il faut que ce soit pratique. Donc je peux donner les chiffres. Les chiffres en général, on dit de 0,8 à 1 gramme jusqu'à 1,2 gramme par kilo de poids de corps. Ça veut dire une personne qui pèserait 70 kilos environ aurait besoin d'en moyenne 70 grammes de protéines par jour. Le calcul est fait ainsi. Donc 0,8, c'est par exemple si quelqu'un il est un peu sédentaire, il a un train de vie assez calme et tout. 1,2, par exemple des étudiants. Par exemple, des personnes qui sont, ils ont une charge de travail voilà, un petit peu, un peu plus actif. Et maintenant, ça peut aller jusqu'à 2 grammes pour les sportifs, mais là, on parle de sportifs de haut niveau. De haut niveau, quand on coach en nutrition, on fait du coaching de sportifs de haut niveau. Là, c'est très important de calculer la ration parce que là, ils sont vraiment en hyperstimulation de leur tissu musculaire. Donc là, le besoin est là. Le besoin est grand. Donc voilà, les besoins changent effectivement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste, on va regarder ensemble un sujet. Donc, c'est le sujet de Yasmine Chouir. Et on revient et on continue tout de suite notre débat. La protéine est un élément clé de notre alimentation, mais pourtant elle reste souvent mal comprise. Essentielle à la bonne santé du corps, elle est impliquée dans de nombreux processus vitaux. La protéine est un macronutriment composé d'acides aminés, souvent comparé à un bâtisseur de notre corps. Elle est essentielle à la croissance, à la réparation des tissus et à la production d'enzymes et d'hormones. Chaque cellule de notre corps en contient et l'utilise pour fonctionner. Mais contrairement aux glucides et aux lipides, elle ne sert pas de source d'énergie immédiate. Elle est souvent utilisée pour la reconstruction et le maintien des muscles, des organes et du système immunitaire. Les protéines sont responsables de multiples fonctions dans notre organisme. Elles aident à la réparation des muscles après un effort physique, favorisent la production d'anticorps pour défendre le corps contre les infections et participent à la production d'hormones comme l'insuline qui régule le sucre sanguin. Elles jouent également un rôle crucial dans la peau, les cheveux et les ongles, contribuant à leur structure et à leur renouvellement. Mais combien de protéines faut-il consommer chaque jour ? La quantité idéale varie en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'activité physique et de l'état de santé général. En moyenne, un adulte a besoin de 0,8 à 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Les sportifs ou ceux qui pratiquent des exercices intensifs peuvent avoir besoin de 1,2 à 2 grammes par kilogramme. Les besoins augmentent également en période de croissance, de grossesse ou de convalescence. Les protéines se trouvent dans une grande variété d'aliments, tout aussi bien d'origine animale que végétale. Les sources animales comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers sont considérées comme des protéines complètes car elles contiennent tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire. Les protéines végétales présentes dans les légumineuses, les noix, les graines et les céréales complètes peuvent aussi être une excellente source, mais il est important de bien les combiner pour s'assurer d'obtenir tous les acides aminés nécessaires. Une carence en protéines peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Chez les adultes, cela peut se traduire par une perte de masse musculaire, une faiblesse générale et une diminution de la résistance aux infections. Chez les enfants, elle peut nuire à la croissance et au développement. Une carence sévère peut également provoquer un retard de cicatrisation des plaies et des troubles hormonaux. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à un apport suffisant en protéines au quotidien, selon ses besoins spécifiques.
La protéine est bien plus qu'un simple bâtisseur de muscles. C'est un nutriment clé pour l'ensemble de notre organisme, influençant la santé de nos cellules, de notre peau et de notre système immunitaire. En consommant une variété d'aliments riches en protéines et en évitant les excès, on s'assure de prendre soin de son corps et de sa santé à long terme. Voilà, donc finalement, avoir de la protéine, avoir sa ration de protéines, c'est pas un mythe. Hein. Depuis toujours, on dit qu'il faut avoir sa ration journalière, donc c'est réellement nécessaire. C'est vital. C'est vital parce que, voilà, comme il a été dit dans le reportage, n'oublions pas que cette protéine, elle a des rôles divers. C'est vrai qu'une fois, on imagine que c'est vraiment le muscle, mais n'oublions pas que nos enzymes, nos hormones, notre système immunitaire, tout ça, on va dire des étapes clés de notre santé, et c'est fait à partir de protéines, d'acides aminés. Et donc, oui, si on n'a pas une bonne alimentation, par exemple, si on a tendance à manger la même source de protéines tout le temps. Justement, on va parler des sources de protéines. Oui. Déjà, nous avons bien entendu toutes les viandes. Oui. Entre autres, on a les viandes rouges, les viandes blanches, nous avons le poisson aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, ça, c'est tout ce qui est protéines animales, d'origine animale. Donc, on y ajoute les œufs. On y ajoute aussi les œufs et les produits laitiers. Les œufs, ils sont non carnés, c'est ça? Oui, non carnés, c'est ça. C'est une protéine non carnée. Donc, après, on a bien sûr les produits laitiers, comme je l'ai dit. Après, on a bien sûr les protéines d'origine végétale. Donc là, végétale, ça va être les légumineuses. Donc là, on est assez friand de ça en Algérie. Donc, quand même, c'est un bon apport. C'est un bon apport. Voilà, surtout en hiver, je pense que c'est quelque chose qu'on consomme souvent. On a aussi donc, les graines, qu'on ne doit pas négliger, parce que les graines, moi je dis toujours, c'est des petites, ils ont des super aliments, parce que des petites quantités, mais ça peut donner beaucoup de nutriments. Beaucoup de nutriments. Beaucoup, dont les protéines, voilà. Et on va avoir toutes les céréales aussi, qui contiennent aussi des protéines. Donc on a de quoi faire pour vraiment avoir des apports complets. Des apports complets. Oui. Donc, on rappelle le téléphone, vous pouvez toujours nous appeler au 021 23 98 91. Donc, si vous avez fait un régime ou si vous suivez un régime à base de protéines, vous pouvez nous appeler et donc témoigner, nous dire comment vous vous sentez et surtout quels sont les résultats. Donc, différentes sources de protéines, animales, végétales. Est-ce que on va dire que la protéine animale est meilleure que la protéine végétale? Alors, c'est une question assez délicate. Pourquoi délicate? Parce que c'est tout un débat. C'est en fait, on a toujours dit l'animal, la protéine animale, c'est dire, si vous voulez, c'est le top. Oui. La végétale était toujours un petit peu classée en second. Elle venait un peu pour compléter l'animal. Puis sont apparues justement les personnes qui ne mangeaient plus de protéines animales, qui, elles, ne mangeaient que des protéines d'origine végétale. Et on voyait qu'elles ne se portaient pas forcément plus mal. Bon, elles pouvaient avoir certaines carences. C'est clair. Mais elles n'avaient pas forcément des problèmes de santé. Elles pouvaient vivre comme ça toute leur vie. Du coup, on s'est un peu intéressé à ça et on a vu qu'en fait, il y a des petites spécificités pour chacune. La protéine animale, c'est une protéine qui est riche en acides aminés, qui est complète en général. Vous allez trouver dedans, parce qu'il faut se rappeler que les acides aminés, on en a ce qu'on appelle essentiels et non essentiels. Absolument. Essentiels, ça doit venir de notre alimentation. On ne les fabrique pas. On ne sait pas les synthétiser. Donc, si on ne les a pas dans notre alimentation, on va avoir des déficits dans notre corps qui peuvent avoir des répercussions graves. Ça, c'est les essentiels. Pour les acides aminés essentiels. Les non essentiels, on en a un peu aujourd'hui, un peu pas demain, et puis le corps va un petit peu il va jongler avec ce qu'il y a, il peut un peu synthétiser certaines. Donc, dans les protéines animales, on a le combo parfait. Essentiel, non essentiel, c'est bien. En fait, le touillis, on va dire. Le touillis. Mais dans le végétal, pas forcément. Donc, on doit un petit peu jongler, avoir une plus grande variété. C'est ça, en fait, le mot-clé, dans la nutrition, de toute façon, le mot-clé, c'est toujours cette variété. Voilà, on ne dit pas il faut manger que ça ou que ça. D'ailleurs, après, sont apparus des problèmes. Ceux qui mangeaient que l'animal, il y avait des problèmes. Ceux qui mangeaient que le végétal, il y avait des problèmes. En parlant de ça, est-ce qu'on peut avoir des problèmes si, par exemple, on a une alimentation trop riche en protéines? Alors, trop riche en protéines, alors tout dépend d'abord des protéines. On va dire protéines animales. Donc oui, alors là, on peut avoir des problèmes, ça dépend
dépend déjà de votre état de santé. Donc, disons qu'une personne, elle est en bonne santé générale, elle n'a pas vraiment de problème comme ça métabolique ou maladie chronique. Tout dépendra de la quantité qu'elle va manger. C'est-à-dire, si elle décide par exemple de faire, comme on voit nos patientes qui décident de faire un régime pour maigrir, elle va commencer à manger une escalope de dinde le matin et plutôt au midi et le soir. Jusqu'à après en avoir marre de manger ça. C'est clair, c'est ça. Manger tout le temps la même chose, c'est pas drôle. Tout à fait. Et puis à un moment donné, est-ce que ça peut causer un problème? Non. Pourquoi? Parce que la quantité n'est pas énorme. Comme je disais tout à l'heure, pour arriver à 2 grammes par exemple par kilo de poids de corps, c'est-à-dire il faudrait manger une grande quantité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. On se dit, je dois manger 70 grammes. Je vous dis, il faut manger 70 grammes de protéines par jour. Oui. Mais c'est quoi 70 grammes de protéines par jour? Est-ce que c'est 70 grammes de poulet? Voilà, est-ce que c'est 70 grammes de poisson? Est-ce que c'est 2 œufs? C'est ça. En fait, non. Dans 100 grammes de poulet, vous avez environ entre 24 à 30 grammes de protéines uniquement. Uniquement, d'accord. Oui. Dans 100 grammes, vous avez... Donc, il faudrait manger un poulet. D'accord. Il faudra avoir la capacité. Exactement. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il faut manger beaucoup de protéines animales parce qu'il faudrait vraiment de grandes quantités. Et puis, qui va manger ça? C'est pour ça qu'on a toujours une base et puis on complète avec les autres protéines. Donc, manger trop pour arriver à cette étape de manger énormément, là, on va peut-être parler des gens qui vont manger de la protéine à tous les repas à de très grandes quantités et qui vont se supplémenter aussi en protéines. Là, on va parler des gens qui mangent trop de protéines. S'ils ont un problème au niveau rénal, ou s'ils ont des antécédents, ou s'ils ont peut-être quelque chose qui était là endormi, ça peut générer des soucis au niveau ça peut réveiller. Oui. Pourquoi? Parce que les déchets de ces protéines, le corps va devoir donc métaboliser toute cette quantité de protéines, il va utiliser ce dont il a besoin, mais le reste va partir. Et les déchets ont besoin de beaucoup de choses pour pouvoir être excrétés. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'énergie et ils ont besoin que la filtration des reins fonctionne parfaitement. Très bien. Donc oui, ça peut donner des conséquences, plus d'autres conséquences aussi. Donc ne pas en manger, c'est mauvais. Oui. Et trop en manger aussi, ça aura des conséquences. L'équilibre, comme on disait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut stocker la protéine, comme par exemple les sucres et les graisses? Alors, est-ce que ça stocke la protéine? Pas vraiment. Pas on va vraiment. dire, on fabrique des muscles. Donc, ce sont comme des protéines de réserve. D'ailleurs, quand vous avez une personne, par exemple, qui commence à faire une grève de la faim ou un régime hyper strict et tout, et qu'elle ne mange pas de protéines, vous voyez, les gens, par exemple, qui vont se mettre à un régime draconien, ils prennent que de la soupe. Ils mettent pas du tout de protéines, ou ils mettent juste un petit morceau en se disant que c'est suffisant, alors que pas du tout. Ou prennent un œuf qui contient à peu près 7 grammes ou 8 grammes de protéines, c'est pas énorme. Et là, la personne, elle commence à maigrir, on lui dit « c'est génial, tu es en train de perdre du poids, c'est magnifique », mais elle est en train de perdre la masse musculaire. De la masse musculaire, c'est là où est le danger en fait. Voilà, donc c'est le petit stockage qu'on a, parce que le corps, à un moment donné, il a besoin de tel acide aminé, et il n'en trouve pas dans l'alimentation, où il va les chercher. On va le chercher chez nous, dans nos muscles. Donc c'est une petite forme de stockage, mais pas au sens des graisses et des sucres qui sont pour de l'énergie. Là, c'est autre chose. Quoique les acides aminés peuvent devenir source d'énergie, mais vraiment dans des cas extrêmes. D'accord, voilà. Très bien. En parlant maintenant de protéines, on va parler des protéines végétales. Où peut-on, par exemple, trouver notre apport? Si on est quelqu'un qui n'aime pas trop les viandes, où est-ce qu'on pourrait trouver donc, cet apport de protéines? Donc, comme j'ai dit déjà, les légumineuses. Donc, les lentilles, alors, les légumineuses, haricots, pois pois cassés, les pois chiches, voilà, toutes les petits pois, les fèves aussi. Exactement. Donc tout ce qui est dans des cosses, en fait, tous les légumes à écosser, on trouve de la protéine dedans qui est assez bonne. Maintenant, comme tout à l'heure, vous m'aviez posé la question entre différence entre animal et végétal. Dans le végétal, le petit problème qu'il y a, on va dire, c'est que c'est très riche aussi en fibres. Donc au niveau de l'absorption, on aura besoin de plus d'enzymes digestives, on aura besoin que notre corps fournisse un peu plus d'efforts pour pouvoir digérer ces protéines. Et parfois, beaucoup de personnes ont des sensibilités aux fibres. Du coup, comme on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé du microbiote. Si votre microbiote, par exemple, n'est pas top et que vous avez des ballonnements, des gaz et tout ça, peut-être que vous allez mal digérer. Il y a des gens qui ne digèrent pas bien les lentilles, par exemple, alors qu'elles sont très riches en protéines, mais ils n'arrivent pas. Donc là, les astuces, c'est de les faire vraiment, on revient à la technique de les faire tremper dans l'eau toute la nuit. Ça va aider un petit peu à faciliter leur digestion. Ça peut aider certaines personnes à avoir cet apport en protéines. Donc pour les végétales, les légumineuses, c'est très intéressant. J'ai dit les graines, donc toutes les graines de chia, de lin, Quand vous disiez graines tout à l'heure, je voulais qu'on en parle un petit peu. Donc quelles sont les graines qu'on va mettre? Comme je vous ai dit maintenant, le chia. Graines de chia, graines de lin.
tout ce qui est, par exemple, bon, c'est pas très utilisé, très connu en Algérie, le chanvre. On a aussi les graines de courge. De courge aussi, Voilà. absolument. Voilà. Donc, ils oui, sont le très tendance en sésame ce également. moment. C'est tendance, c'est des petites sources de protéines qu'on peut rajouter en saupoudre sur nos salades. C'est toujours, vous savez, les Les protéines. graines de Nigel aussi. Les graines de Nigel Donc, aussi, c'est un toutes autre les graines qu'on retrouve sandwich, sur tout à notre fait, pain tout à ou fait. dans beaucoup Voilà. de Et recettes. vous avez une qui est extraordinairement riche en protéines et qui commence à un petit peu rentrer dans nos habitudes, c'est le quinoa. Le quinoa. Voilà, le quinoa, c'est pas très connu, pourtant c'est très facile à préparer, c'est facile à assaisonner. Peut-être parce que c'est pas dans notre culture. Tout à C'est fait. pas quelque chose Tout qu'on à plante fait, et qu'on tout à a. fait. Mais c'est quelque chose maintenant qui est disponible. Oui. Donc c'est très facile de manger du quinoa en salade, on le met dans les salades. C'est quelque chose qui se prépare très rapidement. Comme pour les très graines riche. aussi, c'est excellent aussi. Oui, oui. Donc on oui. peut les mettre Il y a dans aussi un les yaourt. noix, les amandes, Absolument. tout ça, c'est très riche aussi en protéines. Et il restera toujours, l'idée c'est végétal. Donc c'est pas la même valeur au niveau des acides aminés que l'animal, mais ça complète. Donc si moi par exemple je mange un petit peu de viande, pas forcément beaucoup, ou une omelette, et je rajoute dans ma salade, j'aurais mis quelques graines, c'est toujours un grain par-ci, un grain par-là, vous allez avoir votre rapport comblé, sans vous stresser et vous dire est-ce que j'ai atteint les 70 grammes, les 60 grammes, non, c'est pas le but. D'accord, en fait. ne pas rester quand même, on Non, va non. dire, Non. coincé. Le but, c'est pas de stresser les gens, voilà. au contraire. On va parler aussi d'un phénomène que l'on voit beaucoup. Donc, les sportifs utilisent donc cette protéine donc qu'on appelle la whey. La whey, oui, Voilà. la whey Donc, protéine, oui. qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette protéine? Alors, la whey protéine, il faut savoir déjà que elle est d'origine animale. C'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement de la protéine de lait. D'accord. Ben, c'est le Pour qu'on sache un lactosérum. petit peu. Voilà. Ok. Donc, c'est le lactosérum. Vous savez, dans le lait, il y a plusieurs protéines. On a la caséine, c'est une protéine, et on a le lactosérum. Et en fait, la whey, ce n'est que de la protéine de lait. Donc, D'accord. tout simplement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant nutritionnellement parlant? C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une source de protéines qui est assez pure, qui est assez facile à avoir, qui est chère, parce que aussi il faut savoir qu'il y aura différentes catégories de whey protéines. Donc vous allez avoir de la plus, on va dire, simple à celle qui est la plus, vraiment la mieux titrée, c'est-à-dire la mieux concentrée en protéines et celle où il y aura le moins d'effets secondaires. Pourquoi? Parce que quand on va prendre beaucoup de cette protéine, par exemple, vous allez avoir des troubles digestifs. Parmi les choses qu'on a quand on mange trop de protéines, c'est la constipation. Absolument. Voilà, parce que c'est les gens qui font des régimes hyperprotéinés, ils le savent, c'est la constipation. Pourquoi? Parce qu'à côté, on réduit un peu les fibres et que dans les protéines animales, il n'y a pas de fibres, Oui. donc dans la viande et tout, et du coup, on a la constipation. Donc, quand on prend de la whey, en général, il y a ce petit inconfort, mais pas toutes les whey. Maintenant, on peut la donner, on a à la donner, par exemple, dans les suivis nutritionnels pour les gens qui sont vraiment carencés. Moi, quand je reçois une patiente qui me dit « je ne mange je veux manger ni poulet, ni dinde, ni poisson, ni rien du tout. Je n'aime pas tout ça. Je préfère me faire des shakes. » Et on n'arrive pas à lui faire changer un petit peu cette Son habitude habitude-là. alimentaire. On travaille un peu sur le côté, bien sûr, psychologique, parce qu'il faut voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Mais parfois, on est obligé de supplémenter. Et quand on va supplémenter, on peut donner ce genre de suppléments qui peuvent être tout à fait bien dans une prise en charge. Dans une prise en charge, Voilà, justement, avec c'est la ça quantité qu'il faut. Voilà, il C'est faut ça. vraiment rester, on va Dans dire, la quantité. dans le cadre, consulter d'abord, ne pas, Tout à fait, ne tout pas, à fait. ne pas le prendre. Non, c'est ça le problème, c'est les dérives. C'est les gens qui prennent de la whey protéine, il vient de commencer le sport, il ne sait pas, il n'a pas d'idée sur son corps, il ne sait pas exactement Ses besoins. Voilà, ses besoins, comment fonctionne son corps, est-ce que ses reins vont bien, est-ce que tout va bien, et il va aller commencer à prendre. On a eu beaucoup de cas comme ça, et là, ça peut être dangereux effectivement. Mais il y a maintenant d'autres sources de protéines en poudre qui se vendent, par exemple la protéine de soja. Sans OGM. Vous allez avoir il y a aussi des bouteilles de protéines liquides. En général, on les donne pour les personnes qui sont atteintes de cancer parce qu'elles ont cette dénutrition, elles n'arrivent pas aussi à manger. Donc, c'est très important d'avoir cet outil. Il faut juste bien l'utiliser. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier conseil, ce qu'il faudra dire, avoir une alimentation équilibrée. L'équilibre est toujours important. N'oublions pas que les protéines, encore une fois, comme dans toute chose, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. C'est ce qu'on dit. Donc, il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas les négliger. Aussi les négliger. Bon, à chaque repas, mettez des protéines, donc que ce soit animal ou végétal, mettez des protéines. Elles sont mieux absorbées quand on les mastique bien. Justement, la mastication. Revenir Voilà. sur ça, bien mastiquer, Voilà. surtout les viandes. Il faut commencer par ça. La digestion commence dans la bouche.
pas dans l'estomac. Donc on mastique bien. Elles sont mieux digérées si on a un bon microbiote, voilà. Si on a une bonne alimentation en général, si on associe par exemple, si la viande est associée par exemple à un peu de lipides comme l'huile d'olive, et elle est associée à des légumes, elle sera beaucoup mieux absorbée. Voilà. Les acides aminés seront beaucoup mieux absorbés. Très bien. Et hydratez-vous aussi. Voilà, l'hydratation. Voilà. Merci beaucoup docteur, merci beaucoup. Docteur Emera Benasser, merci d'avoir participé à cette émission. C'était très intéressant et j'avais encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Ce sera peut-être pour une autre fois. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner. Je vous dis donc à la semaine prochaine, mais restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci.